Vous avez vu un grand spectacle? On en a un plus grand encore. Luc Lavoie. Écoute, j'ai tellement ri. Yasmine Abdel-Fadel. C'est une pièce d'anthologie. La rencontre, Lavoie Abdel-Fadel. Luc, aujourd'hui, on apprenait que la Cour internationale de justice ordonne, et le mot est important ici, ordonne à Israël d'arrêter immédiatement son offensive militaire à Rafah. Est-ce que tu penses que cet énième appel à un cessez-le-feu, mais pas un cessez-le-feu général, mais à tout le moins de ne pas faire l'offensive à Rafah, va trouver écho auprès des autorités israéliennes, ou est-ce que c'est... Peine perdue. Ah ouais. Carrément peine perdue. Parce que, bon, la Cour internationale de justice, c'est une autre de ces créatures de l'ONU, de l'Organisation des Nations unies, qui, ma foi, se prononce et fait ce genre de décision qui dit « vous devez, je vous ordonne de ta ». Ils n'ont aucun moyen de mettre en œuvre ce qu'ils annoncent. Ils n'ont aucun moyen de dire « ben j'ai dit que tu sortais de Rafah, tu sors pas de Rafah, alors je fais ceci, cela. » Non, ça devient symbolique. D'ailleurs, un jour, il faudra en parler, mais l'Organisation des Nations unies, créée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, est devenue une blague, une très mauvaise blague. C'est devenu une bureaucratie par centaines de milliers. La plupart de ses composantes ne servent pas à grand-chose. Pense seulement à l'UNESCO et son immense bâtiment à Paris. Qu'est-ce que ça fait, l'UNESCO, à part de décréter que tel endroit fait partie du patrimoine universel de monde? Alors, l'ONU, on s'en sert, on l'utilise pour comme une sorte de porte-voix pour faire entendre son point de vue. C'est l'Afrique du Sud, ici, qui s'était présentée devant la Cour internationale de justice pour demander que cessent les opérations dans Rafah. Donc, la Cour ordonne à Israël de stopper immédiatement son offensive militaire à Rafah. L'armée israélienne a indiqué vendredi poursuivre ses opérations à Jabalia. Donc, ils s'en lavent les mains un peu. En fait, ils ont avancé. Leurs chars d'assaut ont pénétré encore plus profondément à l'intérieur de Gaza. De Gaza, c'est-à-dire de Rafah, de cette dernière ville. Alors, si tu veux savoir un peu la première réaction qui est venue du gouvernement israélien, c'est le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, qui a déclaré que l'histoire jugera, je le cite, « L'histoire jugera ceux qui se tiennent aujourd'hui aux côtés des nazis du Hamas-Daesh. » Wow! Juste ça, le Hamas-Daesh. Daesh, là, c'est l'État islamique, là, c'est les capotés qui ont fait disparaître... Qui est en Syrie, en Irak, là, puis... Oui, puis qui ont détruit Palmyre, un des sites les plus extraordinaires au monde. Bon, on sait c'est qui Daesh, c'est des... C'est des capotés, c'est des terroristes, c'est des barbares. C'est les pires. C'est les plus sanguinaires barbares qui puissent exister sur la planète Terre. Là. Exactement. C'est tout à fait le cas. Pendant ce temps-là, Israël continue ses efforts pour démontrer qu'elle a raison de combattre à Gaza. Lors d'une opération conjointe de l'armée et des services de renseignement israéliens, 3 corps d'otages tués le 7 octobre, puis amenés dans la bande de Gaza, ont été récupérés dans la nuit à Jabalia, dans le nord du territoire palestinien. Bon. Maintenant, revenons à ce qui se passe au sol. À Jabalia, c'est là, paraît-il, qu'ils bon. L'hôpital Karnal Adwan est hors service et 14 membres du personnel médical sont piégés à l'intérieur. C'est incroyable. C'est incroyable. Et l'hôpital Al-Ali Arabe à Gaza a dénombré 7 morts. Alors, où est-ce qu'on s'en va avec ça? On s'en va vers un discours que va prononcer Netanyahou à une date qui reste à déterminer, à moins qu'elle l'ait été ce matin. Donc, Netanyahou va s'adresser au Congrès américain. Ça va être... À la demande de Johnson. De Johnson, le leader de la Chambre des représentants. Qui déroule le tapis rouge parce que l'administration Biden avait déroulé le tapis rouge à Benny Gantz. Voilà. Alors, ils sont en train de jouer à la politique avec ça, mais j'ai hâte de voir le type de manifestations qu'ils vont attendre, qui vont être sur place. Je sais pas quelle sorte de sécurité ils vont mettre en place, parce que j'ai l'impression que ceux qui s'opposent à ce qui se passe à Gaza
vont profiter de l'occasion pour faire connaître leur point de vue avec le plus de bruit possible, et si c'est pas pire. Alors, je sais pas si ça va finir un jour, mais... Mais cette décision-là, en fait, cet ordre-là aujourd'hui, tu sais, il y a une différence entre la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale. Disons que la Cour pénale internationale, il y a beaucoup de pays, notamment les États-Unis, Israël, qui n'en font pas partie. Or, la Cour internationale de justice, c'est l'organe le plus important des Nations unies, qui a une crédibilité un peu plus que celle de la Cour pénale internationale. Comment Plus maintenant. Je veux dire, écoute, ils sont pas capables d'imposer leurs décisions. Non, c'est comme si, ici au Québec, là, on disait, on réclame une injonction pour McGill ou pour l'UQAM, et puis... il n'y a personne pour la faire appliquer. Il n'y a personne pour la faire appliquer. Alors, ça change strictement rien. Moi, je commence à les trouver un peu agaçants, l'ONU puis leur bébelle. L'Assemblée générale, ils sont toujours du même bord. Ils disent toujours la même chose. Puis ça change strictement rien la situation. C'est la question qui se pose, Luc. Est-ce que le multilatéralisme et les forums du multilatéralisme que l'on s'est donné au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale sont encore efficaces aujourd'hui, servent encore à quelque chose aujourd'hui? Et pourquoi on y met autant d'argent et d'efforts? Il commence à y avoir pas mal de pays dans le monde qui posent cette question-là. Qu'est-ce qu'on reçoit? Il y a une composante qui est indéniablement utile à tout le monde, c'est le Haut-Commissariat aux réfugiés. C'est tout. C'est tout. L'UNICEF. Le reste, l'UNICEF, l'UNESCO, toutes ces bébelles qui ont été créées au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, c'est que tu prends juste le Conseil de sécurité, qui est l'organe le plus puissant et le plus important des Nations unies. Le Conseil de sécurité, ils se réunissent, puis ils décident vous devez faire telle chose. Personne ne fait rien, tu comprends? Ça? Alors, à un moment donné, tu te poses la question, pourquoi on garde ça? Puis deuxièmement, la structure actuelle de l'ONU n'est plus du tout représentative de la réalité sur le terrain. Ça a été créé par les 4 alliés, la France, l'Angleterre, les États-Unis. C'est quoi le 4e? La France, l'Angleterre, les États-Unis. Mais là... France, en tout cas, la Russie. La Russie, voilà, oui, évidemment, la Russie. Et puis, puis un peu plus tard, la Chine a été ajoutée au Conseil de sécurité. Oui. Donc, ça représente... Où est le Brésil? Où est l'Inde? Ce sont des pays... Tu sais, le Brésil, c'est plus de 200 millions d'habitants. C'est une économie en voie de développement ultra rapide. Aucun pays africain. Mais je reviens sur l'Inde, le pays le plus peuplé au monde, ils n'ont aucune voix au chapitre quand le Conseil de sécurité se réunit. Alors, le général de Gaulle appelait ça, il parlait des Nations unies comme cette espèce de machin que les Américains ont mis sur notre parcours. Il appelait ça un machin. C'est un grand rêve qui a commencé par Woodrow Wilson après la Première Guerre mondiale. Il a imposé la Société des Nations. Et le plus drôle, c'est que quand le traité sur la Société des Nations s'est retrouvé au vote devant le Sénat américain, le Sénat l'a battu. Oui. Alors la Société des Nations, imposée par les États-Unis, ne comptait pas les États-Unis parmi ses membres. Mais c'est comme ça, il y a comme un cycle où il y a une guerre, on se crée une petite patente, un machin où on se dit plus jamais pour se parler. Oui, puis on va... Oui, voilà. Puis ça finit par s'écraser, on part avec une autre guerre. Oui, puis là, et on repart à un autre machin. Absolument. Puis là, on est rendu à la fin d'un cycle d'un machin, celui de l'ONU. Oui, le cycle de l'ONU est bel et bien terminé. C'est devenu... D'abord, il y a de la corruption qui règne au sein de l'ONU, c'est incroyable. Une bureaucratie qui... On pense que c'est effrayant au Québec. Il faut voir comment l'ONU fonctionne. Je dirais que la dernière utilité probablement de l'ONU, c'est que c'est le lieu où les partis qui ne se parlent pas à cause de diverses situations, entre autres les guerres, peuvent se parler dans les corridors, peuvent se voir. Donc c'est le dernier endroit où on peut parler à nos pires ennemis comme à nos meilleurs amis. Mais je te dis... Ouais, mais ça coûte cher, pour avoir un forum. Écoute, ça coûte des milliards. Tout le monde investit là-dedans. Puis il y a bien du monde qui utilise ça pour autre chose que faire de la politique. Oui, bien pour se graisser la patte, comme on dit. Pour se graisser la patte, pas mal. Voilà. Alors, la Cour internationale de justice va nous donner une autre démonstration de son incapacité d'arriver à quoi que ce soit. Ils n'ont pas les pouvoirs, c'est tout.
C'est pas très compliqué. Et quand t'as pas les pouvoirs, comme disait Machiavel, tu sers à rien. Qui mène chez vous dans votre couple? C'est moi qui ai le pouvoir. Je sais pas pourquoi, mais je m'en doutais. Tu pensais? J'avais peur que tu aies quelconque doute. Je voulais te dire que non, il faut que tu dissipes tout doute qui demeure dans ta tête. Je ne suis pas la Cour internationale de justice. Mes décisions sont non seulement contraignantes, mais elles sont appliquées à la seconde. Luc Lavoie, bonne fin de semaine. Bon week-end.